Only Boost Mobile will give you a free year of service when you buy a new 5G phone. Oh, like a BOGO. A BOGO? Buy one, get one. BOGO. Well, technically, it's buy one phone, get 1 year. So, Bop Goy. Ah, Bop Goy. Get the Boost Mobile Bop Goy deal. Bop Goy with Boost Mobile. Bop Goy, Bop Goy, Bop Goy. This is the best idea we've ever had. When you purchase an eligible device, you get $25 off every month for 12 months with credits totaling 1 year of free service. Taxes extra for the device and service plan. Online only. This cold and flu season, Instacart is here to help deliver all of your sick day essentials. Whether you're in prevention mode and need vitamins, hand sanitizer, and that lemon tea your Nana swears by, or you're in healing mode and need medicine, soup, and a lot more tissues. Simply download the Instacart app and get sick day supplies that reinvigorate or relieve, delivered in as fast as 30 minutes. Plus, enjoy $0 delivery fees on your first 3 orders. Excludes restaurant orders, service fees, and terms apply. Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 845 du podcast Jeune Actuel Maté. Très heureux de vous retrouver pour débriefer les playoffs NFL. On est en plein dedans avec Raphaël Masmejean. Bonjour Raphaël. Salut Alain, salut tout le monde. On passe nos nuits et maintenant nos journées ouais. ensemble. C'est les playoffs. Comment ça va depuis qu'on s'est quitté il y a 36 heures quoi. Eh bien écoute, ça va. Un dimanche de wildcard pas très surprenant, mais on y reviendra. Mais écoute, c'est pas grave, souvent le tour de wildcard c'est pas le plus intéressant. C'est le divisional qu'on attend avec impatience. Ça c'est vrai. Je croyais que t'allais dire un dimanche de sommeil. Quand t'étais un dimanche de... Non. Tu peux quand même, non? Ouais, par séquence, oui. Ah ouais? Je sais pas, c'est quoi la strat? On dit aux gens, on est rentré, donc on est sorti du studio à 5h30. Ouais, 5h30. J'étais chez moi bien plus tôt que toi. Ouais. Oui, un petit dodo, je sais pas, 4h, 5h. Ah, j'ai fait un peu plus, tu vois. Et ouais. J'ai fait un 7h, 13h. Pas mal. Ouais, j'ai réussi à... Ouais, non, je suis content. Bon, on va pas vous parler de notre sommeil, évidemment. On va vous parler d'une belle surprise, quand même, qui se confirme cette saison et de 2 victoires, en effet, assez logiques. On commence par les Buccaneers face aux Washington Commanders. 23 pour les Commanders, 20 pour les Buccaneers. Jaden Daniels qui continue son parcours. Et quel parcours! Touchdown sur une 4e tentative dans le dernier quart-temps et puis un long drive pour aller chercher le field goal de la victoire. Il est vraiment impressionnant, Raphaël. Il est, oui, il est impressionnant. Je pense un peu comme tout le monde, c'est ce qui a le plus frappé ce dimanche. C'est le sang-froid qui dégage pour un joueur de son âge, pour un quarterback rookie. Premier match de playoff à l'extérieur, en sortie d'une saison en plus peut-être, presque à sur-régime, j'ai envie de dire, d'un point de vue historique pour Washington. C'est la première fois que la franchise fait 12 victoires depuis Joe Gibbs et les années 80, et encore je suis même pas sûr qu'ils avaient déjà atteint les 12 victoires, ils s'étaient peut-être arrêtés à 11. Donc voilà, effectivement dans une saison comme ça, sortir ce match-là vraiment où il a été globalement précis, où il a été clutch, où il a pas tremblé dans les moments qui comptaient, il a plus d'une dizaine de passes au-delà de la ligne de first down, donc vraiment c'est un joueur qui attaque la profondeur, qui hésite pas à lancer par anticipation, à faire confiance à ses receveurs. C'est un quarterback qui n'hésite pas à finalement envoyer un Terry McLaurin au 50-50. Et j'aime bien quand le quarterback fait aussi confiance à son receveur et tente des lancers un peu risqués parce qu'il est payé pour ça, il est là pour ça aussi. Si c'est juste faire des screen pass, c'est pas tellement l'intérêt du poste de quarterback, et c'est pas comme ça de toute façon que tu vas aller au bout, à quelques exceptions près. Ça t'attaque sur Tua Tagovailoa. Je pensais même pas à lui forcément, mais c'est moi qui pense à lui. Mais disons que voilà, il a montré sur ce match. Bien sûr, il faudra le confirmer. Bien sûr, sa carrière est encore longue, mais on a l'impression que il a
il a ce qu'il faut pour être un bon quarterback à NFL et être bon en playoff, quoi. Il a ce sang-froid et cette maîtrise. Pour l'anecdote, la dernière fois qu'ils ont gagné plus de 10 matchs, c'était... Est-ce que t'étais né ? C'était en 91. Ouais. Non, pas encore. L'année suivante. Tu vois ? Donc ça Quelques remonte, mois ouais. après, ouais. Ils avaient gagné 14 matchs en 91 et ils avaient gagné le Super Bowl. Mais c'est la dernière fois qu'ils avaient gagné plus de 10 matchs. Donc ça remonte en effet. Et Jayden Daniels, pour revenir à lui, il est d'autant plus impressionnant que c'est pas comme s'il était dans un fauteuil avec un jeu au sol qui gagne 200 yards, etc. Ils sont à 2,5 yards par course. Brian Robinson, il est à 16 yards en 10 courses. Ça fait 1,6 yards par course. Ils ont eu le mérite de pas lâcher le jeu au sol au sens où il y a 33 courses pour 35 passes. Et ça a un peu payé sur les derniers drives. Oui. Mais alors ça a été dur. Hein. Ça a été dur, comme tu l'as dit, il n'est pas aidé par le jeu au sol, même sa ligne offensive. On est loin d'être dans les meilleures lignes offensives de la ligue ou même de ce qu'on voit en playoff. Hein. Si tu compares avec ce qu'on a pu voir du côté des Eagles, par exemple, et ce qu'on verra sans aucun doute la semaine prochaine chez les Lions, on est très loin de ce niveau-là du côté de Washington. Et pourtant, malgré ça, il a cette capacité à esquiver la pression vraiment comme il faut et de manière intelligente. Ouais, il n'était pas aidé par le jeu au sol, mais comme tu l'as dit, par contre, j'ai trouvé ça vraiment bien que Kingsbury et Dan Quinn continuent d'insister sur le jeu au sol malgré tout, parce qu'à la fin du match, tu as quand même 69 actions en attaque pour les Commanders, contre 44 pour Tampa Bay, tu as 10 minutes de possession en plus, et mine de rien, cette capacité de Washington à garder le ballon entre les mains, même si les courses n'étaient pas très, très efficaces, mais quand même malgré tout manger le chrono, je pense que ça a fait la différence aussi à la fin, avec finalement une équipe de Tampa qui a passé trop peu de temps sur le terrain et qui a laissé trop longtemps aussi Jayden Daniels en attaque de l'autre côté. Donc ça a été bien là-dessus, ça a été globalement bien coaché quand même du côté des Commanders. Comme tu le dis, il y a à la fois une volonté de garder le ballon et je trouve qu'il y avait une volonté aussi d'être agressif parce qu'ils ont vite joué des quatrièmes et c'est pareil, en fait ça a fini par payer à la fin, c'est-à-dire que ça a pas marché au début et puis ça paye dans le quatrième quart-temps. Donc cette agressivité là, alors est-ce que c'est de l'exécution de leur côté, est-ce qu'il y a un peu de fatigue de l'autre, c'est toujours dur de faire la part des choses, mais en tout cas ça a marché et ils ont été fidèles à ce qu'ils voulaient faire. Ils ont pas paniqué même quand ils ont été menés, enfin voilà, ça a été plutôt à mettre à leur crédit. Et puis leur défense fait du gros boulot aussi quand même, parce qu'ils gardent longtemps le ballon, parce que la défense est efficace et qu'ils laissent pas le ballon longtemps à Tampa. 284 yards seulement pour les Buccaneers. C'est un match qui leur a un peu échappé. Ils passent devant dans le troisième quart, ils stoppent Washington sur une quatrième justement au début du dernier quart-temps, donc là ils ont 4 points d'avance. Et derrière, la séquence est terrible. Fumble, touchdown encaissé parce qu'ils perdent le fumble dans leur terrain, field goal derrière pour égaliser plutôt que de passer devant, et leur défense qui stoppe pas du tout les Commanders et ils prennent le field goal de la gagne à la dernière seconde. Ils ont quand même raté les moments chauds, les Buccaneers. Oui. En comparaison, c'est sûr qu'eux ont raté les moments chauds. Tu l'as dit, il y a cette erreur de transmission entre Baker Mayfield et Irving qui coûte cher. T'as mine de rien aussi, tu mentionnais là le field goal après de l'égalisation. Quand tu refais le scénario du match, c'est quand même un field goal où Tampa Bay est sur les 12 yards de Washington en 2e et 1. Donc 2e et 1, course ratée. 3e et 1, course ratée. Et il se retrouve à taper un field goal pour juste revenir à égalité. Et finalement, à 4 minutes de la fin, laisser une dernière balle de match à Washington. Et c'est vrai que c'est peut-être sur ce drive-là presque qu'ils perdent le match, parce que si tu prends un first down supplémentaire ou si tu vas au touchdown, tu mets quand même beaucoup plus en difficulté Washington. Le chrono il y a moins de temps également. Donc ouais, ils ont laissé aussi un peu passer le match, mais c'est pas, ils ont fait les 2-3 erreurs qu'il ne fallait pas faire, que Washington n'a pas fait. Et c'est vrai que là où peut-être Dan Quinn a osé tenter des 4e tentatives, peut-être que Todd Bowles, avec ce coup de pied de légalisation, aurait dû peut-être essayer de... Bon, on ne sait pas, s'il se plante après, tout le monde lui tombe dessus, c'est facile à dire, hein, bien sûr, mais... Ouais, il leur a manqué 2-3 trucs. C'est un peu peut-être ce qu'on pouvait craindre, je trouve, hein, sur cette équipe de Tampa, c'est qu'elle a des joueurs d'expérience, un coach d'expérience... Et du coup, elle a un plancher intéressant, on va dire, en termes de niveau. Ils sont corrects, ils sont accrocheurs dans tous les matchs, mais peut-être qu'il leur manque le petit truc en plus pour être vraiment des vrais prétendants au titre, tu vois. C'est peut-être aussi un peu ça, et c'est un peu ce qu'incarne, je trouve, un Todd Bowles, un Baker Mayfield, etc. C'est un peu conservateur, c'est un peu classique, ouais, on va dire. C'est moins agressif que la tendance. Ouais, je pense qu'il leur manque un peu de ça, et bon...
En tout cas, Baker Mayfield, il a des petites stats, 15 sur 18, 185 yards de touchdown et aucune interception, mais c'est dur de le blâmer. Il y a un manque d'efficacité, il y a, on l'a dit, ces moments chauds où ils ont failli, mais il fait aussi ce qu'il a pu. Il y a ce fumble, mais il n'y a pas non plus un match totalement catastrophique de Mayfield. Non, le match n'est pas catastrophique, comme tu dis. Il a le tort partagé avec son coureur de rater cette transmission qui coûte vraiment cher, clairement, puisque derrière ça fait touchdown et que ça relance totalement Washington à un moment où peut-être les Commanders semblaient être un peu dans le dur. Mais après, c'est vrai que sur le niveau de jeu, il n'a pas grand-chose à se reprocher. Non, il a pris ce qu'il avait à prendre. Moi, je reste un peu gêné par le fait que finalement, il lance très peu dans ce match-là. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu essayer de contrôler un peu plus l'horloge avec un peu... Mais bon, c'est toujours dur à dire quand tu as les opportunités à la passe. Si c'est une passe longue et que tu peux gagner 30 yards d'un coup, tu le prends. Tu vas pas faire exprès de faire 3 passes de 5 yards pour manger le chrono non plus. Donc, bon, ça a été une gestion du chrono compliquée et c'est vrai que du coup, Tampa perd ce match, mais tu sais pas vraiment pourquoi et en même temps, c'est pas non plus illogique. Donc, Mayfield est un peu responsable, mais je pense que ça se joue vraiment à ça, c'est-à-dire à l'agressivité dans les moments chauds, à cette manière dont les Commanders ont pas déjoué ou en tout cas sont pas sortis de leur plan jusqu'à ce que ça marche et là où Tampa a peut-être été un poil timide et c'est là-dessus que ça se joue en fait sur des matchs comme ça. Mais comme tu le dis, il n'y a pas une marge phénoménale sur cette rencontre. C'est quoi l'axe de progrès? On va s'axer là-dessus aussi maintenant pour les équipes qui sortent. Tampa, c'est une équipe assez dans une sorte d'entre-deux quand même, j'ai l'impression. Oui, ouais, complètement. En fait, je trouve que Tampa, là, ils sont vraiment à leur niveau. C'est une équipe qui a le talent et les joueurs suffisants pour aller en play-off, mais qui n'a pas vraiment ce qu'il faut pour aller plus loin non plus. Hors petit coup de chance ou supplémentaire ou machin, mais ouais, moi j'ai l'impression qu'il faut continuer à renforcer cette équipe et peut-être avoir... Un gros playmaker en défense, peut-être, c'est peut-être ce qui leur manque un peu actuellement, c'est qu'il y a des bons joueurs en défense, mais il leur manque peut-être le gars qui crée plus souvent des fumbles, le gars qui intercepte plus souvent la balle, c'est peut-être un peu ce qui leur manque, ce type de joueur. Peut-être un cornerback un peu plus... cornerback, safety, peu importe, un peu plus capable de créer des turnovers. C'est peut-être un peu ce qui leur manquerait, ouais. L'année du titre, ils ont un gros Antoine Winfield, si je dis pas de bêtises. C'est vrai qu'il faut des joueurs qui fassent un peu la différence à ce moment-là. Bon, en tout cas, c'est vrai que moi, ça me fait un peu peur pour cette équipe, pour l'intersaison. J'ai du mal à voir là où ils auront de la marge. Alors après, il faudra voir avec le salary cap, etc. Mais je trouve un peu coincé. Ouais, et pour moi, cette question-là, cette interrogation-là, elle se pose aussi sur le coach. Et c'est la situation souvent très difficile pour une franchise NFL, c'est que Todd Bowles c'est un bon coach, mais est-ce qu'il est suffisamment bon pour faire passer un palier à toute cette équipe et aller au bout? Je sais pas, j'en suis franchement pas sûr. Mais de la même manière d'ailleurs avec le quarterback en un sens, avec tout le respect évidemment. Pour moi, Baker Mayfield il est juste en dessous de l'élite maintenant. Oui. Mais il sera pas plus bas, mais il va difficilement être plus haut. Donc ils ont en effet un Bowles, un Baker, ils sont bons, ils peuvent être en playoff. En plus, ils sont dans une division qui est quand même assez abordable. Mais tu vois dans ces matchs-là que c'était contre les Commanders, mais si derrière ça avait joué les Eagles ou les Lions ou quoi, il y a quand même une classe d'écart, quoi. Oui, je pense aussi, ouais. Donc et tu te demandes quand même un peu comment ils peuvent combler cette classe d'écart, quoi. Ouais, et c'est vraiment pas évident parce que c'est un peu la peur du vide, on va dire. Si tu dis ok, il faut qu'on passe un cap, Todd Bowles c'est plus suffisant, tu sais quand même pas qui tu vas avoir derrière, et là t'as quand même un coach qui te garantit d'aller en playoff à chaque fois, et c'est toute l'équation compliquée, quoi. C'est clairement pas rien, quoi, parce que c'est quand même une franchise qui est pas en plus ultra cotée, c'est pas une destination très glamour et tout, et pourtant ils sont en playoff tout le temps. C'était pas gagné après le départ de Tom Brady. Enfin, il y a vraiment plein de problématiques comme ça, mais ça va être en tout cas une intersaison intéressante à suivre du côté de Tampa. Les Commanders joueront donc les Lions. Ça va être un très gros match.
Bon, là, au moins, ils seront ultra outsiders. On va pas manger trop sur la preview des copains qui vous mettront ça en ligne dans 2 jours. Mais bon, en un mot, c'est quand même ultra outsider, quoi. Ultra outsider, rien à perdre, et c'est pas plus mal pour eux. Et on pourrait voir du coup beaucoup de 4e tentatives dans ce match. Hein. C'est vrai. C'est vrai que les punters auront peut-être pas énormément de boulot dans cette rencontre. Ça va être marrant à voir. Et on espère, parce qu'on la commentera d'ailleurs. Hein. C'est le match qu'on commentera sur W9. Encore une longue nuit ensemble. Philadelphie 22, Green Bay Packers 10. On passe au deuxième match de dimanche. Un match défensif. Les Packers ont perdu le ballon dès le coup d'envoi. Touchdown Eagles derrière. Philadelphie qui n'a jamais été mené dans ce match. Ils ont intercepté 3 fois Jordan Love. Bon, celle-là, elle est pour Vic Fangio, Raphaël ? Oui, elle est pour Vic Fangio. C'est vrai qu'il était arrivé un peu sur la pointe des pieds après une expérience ratée du côté de Miami. La greffe n'avait pas pris et on se demandait est-ce qu'il était un peu dépassé ou pas. Il y a un début de saison qui est un tout petit peu moyen. Je dirais le premier mois, le mois de septembre est un peu compliqué en défense pour Philadelphie. On se dit bah voilà, c'est dans la continuité de Miami. Et puis derrière, les choses changent incroyablement bien. Et c'est vrai qu'il arrive à mener cette équipe, à faire appliquer ses consignes. Je trouve vraiment que la défense est extrêmement appliquée. Il y a très très peu d'erreurs d'assignement. Les couvertures sont hyper serrées. Enfin, les joueurs savent exactement ce qu'ils doivent faire, où ils doivent être positionnés. Et c'est vrai que ça rend cette défense redoutable. Et comme en plus... Vic Fangio, là, il a la chance d'avoir un general manager, Howie Roseman, qui lui trouve des bons joueurs à peu près tout le temps, n'importe quand, n'importe où. Bah, je veux dire, t'as du talent partout dans cette équipe. La ligne défensive, t'as Jordan Davis, t'as Nolan Smith dans le front seven qui avait un super match, t'as Zach Bone, Quinyon Mitchell, le rookie, fait aussi un super match. Enfin, un super coach, des jeunes talents et des très bons joueurs, ouais, c'est une super défense et c'est clairement eux qui ont maintenu Green Bay la tête sous l'eau. Et honnêtement, le score est presque gentil dans le sens où on n'a jamais senti Green Bay capable d'aller remporter ce match. En fait, ils ont toujours fait la course derrière et à aucun moment tu te dis ok, ils vont revenir. Oui, ils ont commis 4 turnovers, 8 pénalités. Ils perdent Romeo Odoud et Jalen Reed sur blessure. Jordan Love Est-ce que Jordan Love fait son plus mauvais match de la saison ? Je pense, ouais. En tout cas, c'était pas bon. J'ai plus en tête exactement chacune de ces 17 prestations, on va pas mentir. Mais oui, c'est en tout cas de ce que j'ai vu et de ce que j'ai en tête cette saison, c'est assurément son moins bon. Il y a vraiment notamment cette interception là qu'il lance sur Zach Bone où le linebacker est tout seul, il est en plein milieu et pourtant il lui lance quand même dessus. Enfin vraiment le type d'erreur quarterback rookie que t'es plus censé, ou en tout cas tu ne veux plus voir à ce niveau-là. Oui, il a fait un mauvais match. Alors c'est vrai, il a pas été aidé par les absences progressives de son escouade de receveurs. Escouade de receveurs aussi qui peut-être au bout d'un moment paye quand même le fait de pas avoir de vrai numéro 1. C'est gentil d'avoir tout le monde un peu bon, mais peut-être qu'à un moment il faut aussi un très bon. Surtout que j'ai quand même l'impression que ce week-end on a vu que beaucoup des équipes qualifiées avaient des très bons receveurs à un moment, mais à part peut-être une ou deux, mais bref. Mais en tout cas oui, c'était un très mauvais match et c'est vrai qu'il laisse sa prestation laisse un peu dubitative. On ne sait pas vraiment encore ce que vaut Jordan Love totalement. Bon, il y a eu du déchet en tout cas, hein. C'est sûr qu'avec les 3 interceptions ça a fait très très mal. Après c'est que sa 2e année complète, oui. Il va 2 fois en play-off. On a des standards tellement hauts maintenant, j'ai l'impression que bon, deux qualifications en play-off, l'an dernier il passe un tour. Bon voilà, après on peut pas nier que ce match-là, en tout cas, il était bien vilain, mais c'est vrai que ça a été compliqué pour eux. Ils se sont fait complètement manger. On le disait, 10 points, c'est quand même très très compliqué. Pourtant, il y a un bon match défensif de Green Bay. Oui, c'est vrai que c'est à minima, je trouve quand même le positif du côté de Green Bay, c'est que ces dernières saisons, les Packers à chaque fois se faisaient sortir en play-off après des prestations défensives catastrophiques. On a notamment en tête les matchs contre les 49ers où à chaque fois ils se prennent 140, 150 yards au sol, San Francisco leur roule dessus et voilà. Là, il y a quand même eu un super boulot fait cette saison ouais, par le coordinateur défensif Yves qui a remplacé Joe Barry.
C'est vrai qu'en une saison, je trouve quand même que cette défense a vraiment progressé. Alors la venue d'un Xavier McKinney au poste de safety est sans doute pas anodine à ça. On a Jaren Cooper, le rookie aussi, qui est au poste de linebacker, fait beaucoup de bien à cette défense. Mais oui, là, ils sont bons dans ce match, parce qu'ils maintiennent quand même globalement, en dehors d'un ou deux exploits personnels des Eagles en attaque, ils musellent complètement l'attaque de Philadelphie. Donc la défense a pas grand-chose à se reprocher. Et au moins, c'est vrai que du côté défensif, alors il y a toujours il faut continuer à renforcer, mais tu sens que l'équipe est sur les bons rails, ouais. Bon, après ils font un excellent match défensif mais on a aussi eu un Jalen Hurts qui revenait depuis sa commotion du 22 décembre, donc c'était son premier match depuis le 22 décembre, je vais y arriver. Il complète ses 6 premières passes, ça c'était bien. Derrière il a quand même pas été très à son avantage, ça semblait très rouillé. Ouais, ça semblait très rouillé comme tu l'as dit, surtout dans le jeu aérien, c'était trop peu. Donc effectivement, à quel point Jalen Hurts est revenu un peu rouillé de ces semaines un peu sans jouer, sans s'entraîner même. Je sais pas, on va le voir dès la semaine prochaine, on aura vite une réponse. Mais c'est vrai que c'était pas un match rassurant du point de vue aérien. Ce qu'ont proposé les Eagles. Oui, il y a 2 touchdowns, mais quand tu vois les 2 touchdowns à la passe, t'en as un où Jalen Hurts il a 7 secondes et demie pour lancer. Donc ça lui arrivera pas quand même tous les jours. Et le deuxième, c'est une passe de 3 yards que Goddard, par sa force physique, transforme en touchdown de 25 yards. Donc en dehors de ça, il se passe quand même pas grand-chose dans le jeu aérien. Il y a aussi un play calling qui, moi, m'interpelle un peu. On fait lancer en red zone beaucoup de tracés verticaux, un peu étranges, tout le monde court la même chose. A.J. Brown n'est ciblé que 3 fois. Moi, j'avoue que j'ai toujours un peu de mal quand t'as un receveur du niveau d'A.J. Brown, que ton plan de jeu le vise que 3 fois. Et A.J. Brown, donc on a vu en train de lire un bouquin sur le banc de touche, c'était assez magnifique. Ouais, visiblement un bouquin d'inspiration, enfin de mindset pour s'inspirer, pour se réconforter. Peut-être, je sais pas, il avait besoin de faire le point sur lui-même et j'avais jamais vu ça, franchement. Un mec qui en plein match lit un bouquin de motivation sur le banc. Ah oui, mais alors c'est ça, tu l'as dit, c'était un truc de mindset. Motivation, de motivation personnelle ou un truc comme ça. Ouais. Je vous cherche en temps réel le titre du bouquin. Donc je serais ravi de savoir quelle page il lisait. Mais... Ça s'appelle Inner Excellence, donc la grandeur intérieure. Train your mind for extraordinary performance and the best possible life. Donc entraînez votre esprit pour avoir des performances extraordinaires et la meilleure vie possible. Voilà. C'est exceptionnel. Alors je vais regarder sur un site de vente en ligne que je ne vais pas citer parce que il a pas payé. Non, il y a trop de captcha, j'arrive pas à me connecter sur le site. Je sais pas pourquoi il me demande 25 captcha. Je voulais voir si les commentaires étaient bons, tu vois. Est-ce que A.J. Brown avait laissé un commentaire? Noté number 1 bestseller in books. Ah tu vois. Alors je suis sur la version ricaine en plus du site, ça doit être pour ça qu'il me met ça parce que les prix sont en dollars. Number 1 bestseller in books, noté 4,7 sur 5 par 374 personnes. Ok. Et want guaranteed freedom and confidence. Est-ce que vous voulez la liberté et la confiance en vous quand vous performez? Voilà. Bon, voilà. Découvrez le guide de vie qui a développé des champions du monde. Empowered, c'est quoi? C'est l'empowerment, quoi. C'est rendu plus fort des athlètes pour qu'ils deviennent numéro 1 et plus important, transformer leur cœur et leur esprit. Et écoute, c'est bien. Et franchement là, on préfère quand les receveurs NFL font ça plutôt que d'autres bêtises, honnêtement. Oui. Quitte à faire. On connaît d'autres qui auraient lu des revues avec plus d'images et moins de texte. Voilà. Écoute, c'est quand même positif. Non, mais tout ça pour dire, au-delà de la blague sur A.J. Brown, c'est vrai que cette attaque aérienne de Philadelphie continue à poser question. On ne sait pas ce qu'elle vaut. Alors, la chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont encore une fois un bon Saquon Barkley, une très bonne ligne offensive. Et qu'au final, ça se trouve, ils vont réussir à aller au bout des playoffs juste avec le sol. Et peut-être que ça suffira. C'est déjà arrivé, des équipes qui vont très loin juste avec leur jeu au sol. Mais c'est vrai qu'on se demande, le jour où ils vont vraiment être testés sur le jeu de passe, on n'a absolument aucune idée à l'heure actuelle de ce que vaut ce jeu de passe.
Ouais, on verra ce qu'il vaut dans le prochain match. On ne sait pas encore si ce sera les Rams ou les Vikings au moment où on enregistre, mais on le saura après. Et tu l'as dit, après, il y a des coups d'éclat individuels des receveurs. Il y a un Saquon Barkley qui reste très très bon. Il est encore à 119 yards exactement. Voilà, bon, il y a AJ Brown, il n'est pas très ciblé là, il a qu'une réception pour 10 yards, mais il y a Devonta Smith, il y a Dallas Goedert. Au moins, il y a les bases. Comme tu dis. Non, mais il y a beaucoup de bases. Il y a beaucoup de bases et il y a beaucoup de talent. C'est l'avantage, c'est qu'avec autant de joueurs de talent. Sur un match, ça peut faire la différence et d'ailleurs ça l'a fait, donc effectivement. C'est ça, et tu te dis qu'en effet, Hurts c'est la cerise sur le gâteau. Là, il n'avait pas joué depuis quand même un petit 3 semaines, donc il fallait se remettre en ligne, en rythme, ça va peut-être venir. Il est à 13 sur 21, je disais qu'il a complété les 6 premières, donc ça veut dire qu'il est à 7 sur 15 pour finir le match, quoi. Donc c'est pas incroyable, mais en effet, ça a fait le boulot pour cette fois. On n'est donc pas trop inquiet, on verra comment ça se passe pour le prochain match, et à moins que tu sois inquiet. Je généralise, mais... je suis inquiet s'ils tombent dans un scénario où leur jeu au sol est bloqué et qu'il faut aller chercher 30 points à la passe. De ce qu'on a vu toute cette saison, je suis pas certain qu'ils en soient capables. Maintenant, c'est un type de scénario bien précis parce qu'il y a plein de scénarios dans lesquels ils n'ont pas besoin de faire ça et ils peuvent l'emporter. Donc, en tout cas, on l'a dit, ce sera au tour suivant contre Rams ou Vikings. Un mot pour les Packers pour partir. Axe de progression. Alors eux, il y a un jeune quarterback, il y a un coach qui est quand même plutôt... jeune aussi, même si je sais qu'il n'est pas toujours apprécié des fans des Packers, notamment dans notre rédaction. c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Moi je l'ai déjà dit, hein. De toute façon, je l'avais dit avant ce match, j'avais eu l'occasion de le dire par le passé. Ce qui m'embête toujours un peu avec Matt LaFleur, et pour le moment il m'a pas prouvé le contraire, c'est que quand son équipe est en train de perdre et qu'ils perdent, il trouve jamais le plan de jeu pour changer de situation. Tu sens que voilà, ils sont en train de perdre, le match leur file entre les mains et il a pas cette capacité là. Donc ça peut être embêtant. Pour moi, je pense que c'est un bon coach, mais c'était un peu la même question qu'on avait tout à l'heure avec Todd Bowles. C'est un bon coach, mais est-ce que c'est plus qu'un bon coach ? Je sais pas. En tout cas. Ouais, je sais pas, c'est pareil, je trouve qu'on a des standards quand même très hauts maintenant. Si tu regardes Lafleur, il va en play-off tous les ans. Depuis combien de temps maintenant qu'il est à Green Bay ? Ça fait déjà 3-4 ans qu'il est là. Il a bien géré quand même le départ d'Aaron Rodgers pour... Ouais, mais c'est sa 6e année là. Ouais, il est en play-off 5 années sur 6. Non, mais c'est pour ça que je te dis que c'est un bon coach, et on peut même dire très bon coach. Hein. Mais est-ce que c'est un grand coach qui transcende vraiment l'équipe et tout, je sais pas, tu vois. Je sais pas. J'entends. On termine avec Bills 31, Broncos 7. Les Broncos menaient 7-0 après leur premier drive. Et puis, ils ont plus marqué un seul point. On avait l'impression que plus le match avançait, plus les Bills prenaient la main. Oui, clairement. Un petit réveil en douceur, on va dire, hein, pour la défense et l'attaque de Buffalo. Et après, progressivement, ça a très, très facilement déroulé. En attaque, je trouve qu'en attaque, c'est vraiment le match parfait avec le plan de jeu est complet, c'est équilibré. Il y a beaucoup de courses. La ligne offensive a été excellente. On en a peu parlé cette année de la ligne offensive des Bills, mais c'est vrai que quand même Josh Allen lance souvent dans un fauteuil. Et tant mieux pour lui parce que du coup ça donne beaucoup de choses positives. Mais c'est vrai que le 2 fois plus de jeux, ils ont une moyenne de 9 actions par série offensive. Quand l'adversaire en est à 4, il y a 5 passages en red zone, 13 first down gagnés à la course, 12 à la passe. Enfin, vraiment prestation très complète en attaque et c'était vraiment le meilleur scénario possible offensivement pour Buffalo. Et en plus, face à une grosse défense. Enfin, je veux dire, ils ont annihilé le pass rush des Broncos. Ils ont disséqué le backfield défensif. Il y a eu du super play calling, notamment je pense au touchdown de Curtis Samuel où vraiment le jeu appelé est superbe avec beaucoup de motion, etc. Ouais, ils sont en forme et on a hâte de les voir face aux Ravens. 210 yards au sol. Tu l'as dit, il y a des choses dont on n'a pas assez parlé probablement cette saison, qui était le jeu au sol, la ligne offensive. Et il y a quand même une différence au niveau du jeu au sol cette année. Là, tu as 120 yards de James Cook avec 4,8 yards par course pour le global de l'attaque, puisque tu as Ty Johnson qu'on met aussi. Josh Allen qui contribue aussi avec 46 yards au sol. Enfin, c'est plus que Josh Allen. Alors du coup, dans ces conditions-là, Josh Allen, il est à 20 sur 26 de 172 yards de touchdown, d'aucune interception. Il est tranquille, quoi. Mais vraiment... Ouais, il y avait un coup de
côté rouleau compresseur qui s'est mis en marche. Si on pinaille, allez. Le match se débloque dans le troisième quart. Josh Allen trouve Ty Johnson pour 24 yards et un touchdown sur une 4e tentative. Alors, action superbe. Vas-y. Non, vas-y, je te laisse action superbe. Moi, j'allais te dire, c'était action superbe. J'aurais pinaillé sur le moment où il lance l'action. Je me dis pourquoi il joue une passe sur cette 4e et 1 à 24 yards de la end zone. Et pourquoi ils n'ont pas fait une sorte de sneak ou un Josh Allen comme ils ont fait les fois d'avant. Parce que s'il ratait cette 4e, parce que c'était quand même un peu rock'n'roll. Hein. Il a mis du temps à la lancer. La réception, elle est quand même au poil. Voilà. Et on avait vu, nous, justement, sur le match qu'on a commenté la veille, les Ravens utiliser Mark Andrews sur ce genre alors je sais pas si on dit sneak ou touche-push ou ce que vous voulez maintenant, mais je me disais, bon bah voilà, faites ça avec Josh Allen, ils l'ont fait en début de match. Voilà, je pinaille sur ce play call là, j'ai eu une petite sueur. Ouais, après pareil, si on veut pinailler quand même, et c'est quelque chose qu'il faudra rectifier dès la semaine prochaine, ils vont quand même 5 fois en red zone, donc dans les 20 derniers yards, et il y a 3 field goals au lieu de touchdown. Et alors c'est bien parce que c'est quand même des points marqués, mais c'est vrai que si vraiment on est dans la recherche de la perfection, je pense notamment face à Baltimore ou à une potentielle finale de conférence à Kansas City, on sait très bien comment ça se passe quand tu mets que des field goals au lieu de touchdown face à Kansas City. Enfin, il faut quand maintenant Josh Allen est beau, enfin. Cette attaque est trop rodée et trop bonne pour que quand elle arrive dans les 20 derniers yards, elle se contente d'un field goal en fait. Il faut aller au touchdown à chaque fois. C'est clairement le point noir de ce match. Dans un match qui est plutôt bon pour eux, mais c'est clairement le point noir de ce match. Il termine quand même à 471 yards pour 224 en phase, donc il n'y a pas photo. Mais voilà, si on pinaille, on ressort avec ça. Ça reste quand même une équipe de Buffalo plutôt impressionnante. On va parler un petit peu de Denver quand même. Bo Nix lance 102 yards avant la pause, seulement 42 après. Bon, c'est l'apprentissage. Il survole pas le match, mais qu'est-ce qu'il peut faire de mieux? Lui, pour le coup, sans un gros jeu au sol, il est le meilleur coureur de son équipe. Et puis ils n'ont pas pu non plus courir beaucoup après une fois qu'ils étaient menés. Donc, oui, non, mais comme toi, je pense qu'ils ne pouvaient pas faire beaucoup plus par rapport à ses compétences actuelles et à ce qu'il a sous la main. C'est vrai qu'il lui manque aussi peut-être un receveur numéro 2 ou un peu plus de cible de qualité. Il n'y a pas de tight end notamment. Il y a pas... C'est vrai que ça pourrait peut-être aider un peu. Et comme tu dis, le jeu au sol, ce comité de coureurs, moi à Denver, j'en suis vraiment pas fan. Je trouve qu'il n'y en a aucun qui sort du lot de manière particulière. Donc là-dessus, tu as des axes. Faut vraiment lui donner un ou deux skill players l'an prochain à Bo Nix pour renforcer ça. Et après, c'est vrai qu'il pouvait pas faire beaucoup plus que ça. Il n'a pas été très bon, mais c'était compliqué. Sean Payton n'a pas été le plus inspiré non plus. On l'a vu plus inspiré que ça par le passé. D'ailleurs, même lui, il a reconnu en conférence de presse qu'il aurait pu faire mieux. Et puis, forcément, de toute manière, au-delà de l'attaque, la défaite, elle est aussi à cause de la défense. Parce que cette défense, on en attendait un peu mieux. Alors, c'est pas facile face à Buffalo. On sait très bien que c'est un duel compliqué. Mais c'est vrai que la défense de Denver a aussi craqué au pire moment. Ouais, oui, non, mais bon, après à l'usure. Mais pour revenir sur l'attaque, moi, le seul truc, si on se projette aussi un peu sur l'année prochaine, faudra voir. Alors, je me rappelle plus quelle était la part exacte de Sean Payton sur le recrutement chez les Saints, mais tu vois, tu parles du comité de coureurs, j'ai pas l'impression que c'était un truc. Enfin, c'était quelque chose déjà de récurrent chez les Saints. Donc, est-ce qu'il va, même si avec Mark Ingram, il y avait eu des périodes où il y avait il y avait Kamara. Oui, c'est ça, c'est que moi, un comité de coureurs, ça m'embête pas si c'est si dans ton comité t'as Alvin Kamara, j'ai pas trop de problème à avoir un comité de coureurs. Tu vois ce que je veux dire? Là, ce qui m'embête plus, c'est que ton comité de coureurs, il n'y a pas de top player. Et je serais étonné qu'un de ces gars-là devienne un très bon joueur NFL, tu vois, sans injure pour eux, et sans critique particulière. Mais je pense qu'il leur manque vraiment un bon coureur pour donner un peu plus de poids à cette... Et regarde, Buffalo a longtemps eu des comités de coureurs, ils ont mis du temps à trouver le bon, ils ont fini par le trouver avec Cook. Voilà, c'est aussi un peu ça, il faut trouver à un moment le bon gars qui... Ouais. Non, mais je pense que, comme tu le disais, ça semble être la priorité, un peu les skill players, parce que en défense, ils ont déjà du bon matos, ils ont un bon coordinateur aussi.
Donc maintenant, ouais, ça va être de diversifier un peu cette attaque. Après, c'est quand même une année ultra prometteuse. Personne les attendait là. J'ai vu passer une vidéo de Chase Daniel qui expliquait que Bonix avait eu un déclic autour de la 7e semaine, qu'il y avait beaucoup d'informations au niveau du playbook les premières semaines et qu'il a fini par un peu vraiment rentrer dans le truc à partir de la 7e. Et je pense que voilà, ça peut que s'améliorer. Évidemment, on parle beaucoup de CJ Stroud, la deuxième année était plus dure, etc. Je pense que c'est pas la même chose d'être entouré de Sean Payton que d'être entouré d'un coach défensif comme Demeco Ryans. C'est possible. Même s'il y a Bobby Slowick, etc. Mais il y a tellement d'expérience côté Payton que voilà, je me dis peut-être que la courbe de progression elle peut continuer à être ascendante. En tout cas, voilà, c'est quand même plutôt une belle surprise cette saison, quoi. Ils ont rien à regretter là. Non, ils ont rien à regretter. Et comme tu dis, moi aussi, je pense que même si l'an prochain tu peux peut-être avoir 2-3 matchs pas bons, je pense aussi que je vois plus une progression. Tu l'as dit, Payton, j'ai assez confiance. J'ai pas toujours été tout le temps fan de tout ce qu'il a fait, mais malgré tout, il a quand même de l'expérience et c'est un bon coach offensif. Et s'il a choisi Bonix, s'il a dit OK pour Bonix, c'est qu'il sait qu'il peut en tirer quelque chose par rapport à son playbook. Donc, j'ai pas de mal à imaginer qu'avec une intersaison en plus encore à bosser dessus, ça puisse être, ça ne régresse pas. J'ai pas trop de mal à imaginer ça non plus, ouais. Et puis on va finir sur les Broncos, mais il faut quand même voir le trou duquel ils sortent. Ils avaient pas joué les playoffs depuis le début de l'année 2016, donc à la fin de la saison 2015. C'était la victoire au Super Bowl avec Peyton Manning. Depuis, ils n'avaient pas rejoué les playoffs et ils n'avaient pas eu la moindre saison avec 10 victoires. Et ils n'avaient qu'une seule saison positive, c'était celle de 2016, justement, juste après le titre. Ils avaient fait un 9-7. Et derrière, ils avaient fait 5, 6, 7, 5, 7, 5, 8. Ouais, non, mais c'est pour ça. Enfin, quoi qu'il arrive, la saison là, elle est positive. Tu t'es découvert plein de joueurs de talent en défense. En attaque, t'as ton quarterback du futur. Enfin, la ligne offensive est très bonne. C'est bon, quoi. C'est franchement pas mal. Franchement, la liste des quarterbacks depuis Manning: Siemian, Keenum, Flacco, Locke, Bridgewater, Wilson. Oui. Dur, hein. Dur. Et là, je donne que ceux qui étaient les leaders sur chaque saison. Mais du coup, c'est bien, ils ont l'air d'avoir trouvé là. Donc peut-être ça va stabiliser pour 10 ans la franchise. Hein. Écoute, tant mieux. C'est vrai, ouais, faut leur souhaiter. On ouvre donc sur les Bills qui vont jouer les Ravens. Bon, bah là, on va pas s'éterniser 10 ans, ça va juste être le choc de la semaine, quoi. Ah oui, ouais, c'est le choc de la semaine, clairement. 2 attaques de feu, des défenses opportunistes et bonnes même. J'attends beaucoup de ce match. J'ai pas envie d'être déçu par celui-là, franchement. Clairement, celui-là, il ambiance bien et on est content. Alors, on l'a dit, on va commenter le Lions Commanders samedi. Bon, on aurait bien aimé que la NFL mette le Ravens Bills sur ce créneau. On l'a pas eu, mais on aura la finale AFC quand même. On aura la finale AFC, donc ça veut dire qu'on va retrouver le vainqueur de celui-là. C'est vrai. Bon, je m'avance pas sur les pronos. Peut-être contre les Chiefs. Ce sera pas mal aussi. Hein. On va quand même, a priori, si on a un petit Ravens Chiefs ou Bills Chiefs en finale de conf. Oui, ça va. Ça peut être pas mal. En tout cas, ouais, on vous le rappelle. Donc, Lions Commanders dans la nuit de samedi à dimanche sur W9. Et ensuite, on fera la finale AFC dans la nuit du dimanche au lundi à minuit et demi. C'est le dimanche 26, les finales de conf. Voilà, on a déjà le programme. Et puis après, évidemment, le Super Bowl, ce sera sur M6. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, Alain. Et puis on va vous laisser là-dessus pour l'épisode 845. Demain, le débrief avec Lucas pour le dernier match. Il en reste un du Wildcard Weekend puisqu'on a un match le lundi depuis quelques années. Et puis évidemment la preview, les rookies et tout ça pendant la suite de la semaine. Merci encore de nous suivre. C'est toujours un plaisir et ça nous fait toujours chaud au cœur de vous avoir. Et à très bientôt sur les ondes de TDA. Ciao, ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes dans TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Trocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin. To everyone else, this is a desk. But to you,
It's a launch pad. Your starting block. This ain't a desk. This is opportunity. Switch to Boost Mobile and get the Coach Prime Moto G 5G on us at your local Boost retailer. Moto G 5G on us when you switch with ID verification and new Unlimited Plus or Unlimited Premium plan activation. Taxes extra. All prices, fees, features, functionality, and offers are subject to change without notice. See participating dealers for details.